La réalité, c'est que le travail n'a pas de valeur en soi. Si l'on entend par valeur quelque chose qui est digne d'estime, de respect, et que l'on doit considérer comme ayant une grande importance. Il existe des métiers parfaitement inutiles, voire nuisibles à l'humanité. Et je ne parle pas seulement des exemples les plus flagrants, que peut-être le travail dans une usine d'armement, pour le département des ressources humaines d'un grand groupe, ou les traders. Dans toute entreprise capitaliste, on travaille pour l'enrichissement des propriétaires. C'est la finalité ultime de tout processus de travail, et cela concerne donc une bonne partie des salariés de ce pays comme d'autres. Pour autant, nous cherchons tous et toutes à nous dégager une marge pour donner de la valeur à notre travail. Certains et certaines disent donner du sens, en ayant des petites attentions particulières pour ses clients et ses clientes, ou usagers, usagères, plutôt que de se comporter comme une machine, en trouvant une façon intéressante d'exécuter nos tâches, plutôt que de suivre une procédure de façon automatique, en organisant une vie collective avec ses collègues qui ne soit pas uniquement subordonnée aux impératifs de la production. C'est de ce point de vue que l'attachement à l'expression valeur-travail a un certain sens. Mais on saisit bien que ce ne sont pas ces moments trop rares, arrachés à la production capitaliste et son impératif de profitabilité qu'évoquent les responsables politiques et les éditorialistes bourgeois quand ils parlent de valeur-travail. Pas plus qu'ils n'évoquent tous ces temps de travail qui ne sont pas considérés comme une valeur pour eux, mais qui n'ont pourtant rien d'une partie de plaisir. Le travail domestique, dont l'ampleur a été mise en relief par des décennies de textes et de discours féministes, et qui comporte les tâches ménagères, le soin apporté aux enfants, aux proches, aux personnes âgées, et qui constitue bien du travail, quand bien même ces efforts sont invisibilisés par la conception dominante du labeur. Tout cela signifie qu'un même mot peut avoir des significations totalement différentes entre ceux qui nous dirigent et nous, qui menons nos vies professionnelles en essayant d'y trouver du sens, et parmi nous, celles à qui est dévolue de façon très peu explicite toute une partie du travail qui n'est pas considérée comme telle. Depuis le début des années 2000, un management de l'emprise, le procès France Télécom, qui a eu lieu en 2022, marque le bilan d'un cycle managérial qui s'est ouvert au début des années 2000 et s'est étendu à l'ensemble des secteurs de l'économie, de l'industrie, au médico-social, en passant par le monde culturel. On pourrait résumer la logique de cette nouvelle donne à une forme de pouvoir patronal qui, après avoir régné sur les corps au cours du XXe siècle, vise à administrer maintenant les esprits. Chez France Télécom, les dirigeants ont cherché à forcer la transformation de l'entreprise publique monopolistique à vocation de service public en société privée concurrentielle et entièrement organisée autour de la quête de profit, ce qui allait devenir Orange. Pour y parvenir, ils ont cherché à réduire les effectifs et à adapter de force les travailleuses et travailleurs de l'entreprise aux nouvelles logiques en vigueur. La politique managériale violente qu'ils ont mise en place a conduit à plusieurs dizaines de suicides. Le procès n'a pas reconnu la responsabilité des dirigeants dans la survenue de ces suicides, mais il les a condamnés pour harcèlement moral institutionnel, un climat d'insécurité permanent pour les salariés, un management violent et anxiogène, la destruction du sens du travail, des techniciens et des techniciennes mutés d'un site à un autre, des ingénieurs à qui l'on demande de faire le travail des techniciens et des techniciennes, etc. Une politique de gestion
inhumaine et destructrice sur le plan psychique a été choisie par les dirigeants pour parvenir à leur fin. Ce ne sont pas les légères peines auxquelles ont été condamnés Didier Lombard, ex-PDG de France Télécom, et ses comparses, qui ont depuis découragé le patronat français d'employer de telles méthodes. De la prison avec sursis et quelques milliers d'euros d'amende pour un processus violent et long, les faits ayant mis 10 ans à être reconnus et jugés. Tout cela n'a pas de quoi effrayer le capitalisme français. Forts de cette impunité, les patrons bourgeois développent des politiques managériales d'emprise psychologique partout dans le pays. Le rôle de la hiérarchie a évolué. Elle ne doit pas simplement s'assurer que les salariés fassent leur travail le plus rapidement possible, mais elle doit faire en sorte qu'ils le fassent avec le sourire. Il s'agit désormais de veiller à l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices dont la nouvelle appellation, on l'a dit, vise à invisibiliser le lien de subordination et veiller à ce que chacun et chacune se considère comme partie prenante de la grande aventure qu'est l'entreprise pour laquelle elle travaille. Les dirigeants gomment l'objectif financier et le griment en valeurs autres que marchandes, que l'entreprise doit poursuivre avec le concours et l'engagement passionné et enthousiaste de ses collaborateurs et collaboratrices. Faire son travail ne suffit plus. Il faut le faire avec motivation, plaisir, manifeste et dévouement. Le savoir-faire n'est plus la seule chose qui est évaluée. Bien au contraire, il est devenu secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est le savoir-être. Dans cette logique, les chefs deviennent des coachs, ainsi que des censeurs. Le mauvais esprit n'a plus sa place dans les entreprises à mission, du nom du nouveau dispositif voté en 2019 par la majorité macroniste et qui permet à des entreprises de se donner un objet social différent de la simple quête de rentabilité, sans pour autant s'engager à quoi que ce soit. L'apparition du poste de Chief Happiness Officer, que l'on peut traduire par responsable du bonheur d'entreprise, n'est que la partie visible de l'iceberg, qu'est le management de l'emprise, où le patronat se mêle de la question du bonheur, pour fantasmer une surveillance intime de l'engagement de chaque salarié. Voilà. C'est un extrait du livre « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». L'auteur est Nicolas Framont, l'édition « Les liens qui libèrent ».